vous propose de démarrer et puis les autres participants vont arriver. Merci en tout cas pour votre participation. Comme vous le savez, l'Europe, en fait, elle propose plusieurs opportunités de financement en matière d'innovation et que vous soyez partenaire, que vous soyez coordinateur de projet, derrière chaque subvention, chaque collaboration, chaque découverte se cache un enjeu crucial, c'est qui possède quoi, particulièrement dans les projets collaboratifs européens. Quand on sait que c'est ce que finance majoritairement en fait l'Europe en matière de projets, d'innovation et de recherche et développement. Et c'est ce dont on va parler dans le cadre de ce webinaire. La propriété intellectuelle, c'est bien plus qu'une contrainte administrative, c'est aussi l'enjeu stratégique qui assure que les efforts de votre consortium eh bien, génère de la valeur, que vos résultats sont protégés et que vous allez pouvoir les exploiter. Ce matin, dans le cadre de ce webinaire, on va du coup essayer de décrypter les mécanismes de la propriété intellectuelle dans le cadre des projets européens. Et pour ce faire, on aura l'intervention de Christelle Billien, chargée d'affaires à l'INPI Bretagne. Pour ma part, je suis Rosane Levaillant, je fais partie de l'équipe Europe des 7 technopoles de Bretagne. Ce webinaire, il est co-organisé par donc les 7 technopoles de Bretagne, mais aussi les pôles de compétitivité Images et Réseaux, VG Vallée, ainsi que le pôle mer Bretagne-Atlantique, et puis Biotech Santé Bretagne. Et nous faisons tous partie, en fait, d'un réseau régional qui s'appelle le réseau Noé Bretagne, qui regroupe plus de 30 structures bretonnes, à la fois académiques, à la fois d'accompagnement des entreprises. Et nous œuvrons à encourager les acteurs bretons à s'impliquer dans des démarches des démarches européennes. Et du coup, je vais laisser la parole à Christelle, qui va partager son écran pour nous éclairer sur la propriété intellectuelle dans le cadre des projets européens. Christelle, je te laisse la main. Très bien. Là, normalement, vous voyez mon écran, donc tu confirmes? Oui. Oui, juste Christelle, cette présentation en fait sera transmise à tous les participants. Elle est également enregistrée, donc vous aurez le replay et il y aura un temps de questions-réponses à l'issue en fait aussi de l'intervention de Christelle. Et là, maintenant, je te laisse la main. Et on voit ton écran. Oui, pas en plein écran. Ah, c'est moi, je suis passée en plein écran, là. Donc, normalement, enfin, c'est suffisamment grand pour que vous voyez? Alors non, parce qu'en fait, on voit tous tes slides. Ah, oui, c'est pas ça. Alors que moi, j'étais passée en plein écran. Alors, attends. Là, toujours pas? Non. Alors, pourquoi ça me prend pas? Bah, c'est pas grave, je vais agrandir. Voilà, là, c'est mieux? Oui, c'est mieux. Et Bon, maintenant, si tu peux, alors, tu peux peut-être le passer là en plein écran. Ouais, parce que d'ailleurs, c'est ce que je faisais, mais ça n'avait pas l'air, vous n'aviez pas l'air de voir. Euh, Alors, si je fais ça, c'est mieux? non, en bas. Ouais, bah, je partage en fait, mais toute la fenêtre. Alors, attends. Si je commence. Bon, je prends un écran complet. Ça marchera peut-être mieux. Voilà, donc là, je partage mon écran. Peut-être que ce sera mieux, vous allez me dire. Non, c'est toujours. Ouais. Si tu as. Ah, c'est parfait. C'est C'est bon. bon. C'est C'est bon. bon? Ok, il Ouais. fallait que je Oui. partage mon écran et pas la fenêtre. Ok, très bien.
Bah, écoutez, bonjour à tous. Je m'appelle donc Christelle Billien, je suis chargée d'affaires pour l'INPI en Bretagne. Donc vous voyez en fait sur le support en fait, mon mail, en bas de l'écran. Ça après voilà, si vous avez des questions un peu plus spécifiques ou, si vous voulez qu'on discute un peu des aides financières de l'INPI en fait sur ces aspects, contractuels, n'hésitez pas à me contacter. Aujourd'hui effectivement en fait notre matinale est sur les enjeux de propriété intellectuelle lors des partenariats européens, donc qui était donc voilà une demande de Rosen. Alors, donc là, je vais juste vous dire, voilà, vous présenter l'INPI en 2 mots. Ensuite, je vais vous présenter, mais pareil, très rapidement, les actifs de propriété industrielle, étant donné que c'est sur cette base-là que vous allez, en fait, discuter avec, les partenaires. Donc ensuite, voilà, je vous expliquerai, voilà, comment préparer une collaboration, quelles sont les bonnes pratiques. Vous imaginez bien qu'en 45 minutes, voilà, on ne peut pas non plus, rentrer dans le détail, des contrats et cetera. Mais en tout cas, c'est voilà, vous préparez au mieux à une collaboration, européenne, donc un accord de consortium. C'est un petit peu, voilà, l'idée en fait de cet atelier et donc après, vous verrez dans les annexes, j'ai mis un certain nombre d'éléments, pareil que voilà, que vous pourrez consulter en fait, sur le document que vous allez recevoir. Alors juste l'INPI, voilà, nous sommes 800 personnes, 800 collaborateurs. La plupart sont basés en région parisienne. Mais donc, du coup, nous avons des antennes en fait dans chaque région. En Bretagne, nous sommes basés à Cesson-Sévigné, nous sommes 6 personnes. Et notre mission est d'accompagner en fait les porteurs de projets et les entreprises dans tout ce qui est protection de leurs innovations et sur tous les aspects de propriété industrielle et intellectuelle. Donc là, pareil, vous avez le mail en fait pour notre délégation, et également des numéros de téléphone et cetera si vous avez, des soucis. En fait, lorsque vous faites vos actions, il y a un espace client, hein, donc tout se fait, de façon dématérialisée aujourd'hui. Donc c'est pour ça que voilà, vous avez comme ça les coordonnées de l'INPI. J'ai également quelques collègues qui sont basés à l'international. Donc en général, c'est moi qui vous mets en relation si par exemple vous avez un projet, un consortium et cetera qui va peut-être intégrer, une société, hors UE. Sachez que voilà, on a, des collègues qui sont basés dans les services économiques des ambassades à l'étranger qui peuvent également, vous aider en fait sur ces aspects, sur ces pays-là. Voilà, c'était juste une présentation un petit peu rapide, hein, de l'INPI. Donc là, voilà, donc alors quand on parle de propriété industrielle ou intellectuelle, c'est voilà, on parle d'un certain nombre d'actifs. Donc là, je vous ai juste mis un exemple, ben, voilà, des produits, des innovations de la société Withings, hein, qui sont des objets connectés, relativement connus. Vous voyez qu'ils développent en fait, hein, des montres connectées, des capteurs de sommeil, des balances connectées, des tensiomètres et cetera. Alors comment est-ce qu'ils protègent en fait leurs innovations? Donc ils vont déposer des marques, donc voilà, par exemple les marques, Withings que vous voyez avec le logo, avec le cœur et cetera. Leurs noms de produits sont déposés en tant que marque et donc ils vont déposer des marques en France, mais pas que. Également en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Asie et cetera, partout où ils ont un marché. D'accord? Donc il va falloir, donc c'est pareil, vous, quand vous allez dire en fait dans le cadre d'un consortium ou d'un partenariat, dire voilà, on va sur tel territoire à l'étranger, il faudra bien penser en fait à déposer en fait vos brevets, marques, dessins et modèles dans ces pays-là. D'accord? Il y a une limite de territorialité sur le titre. Donc la marque va protéger un signe qui va distinguer vos produits et services de ceux de vos concurrents. Donc sachant que en termes de signes distinctifs, on va voir les marques, il y a aussi les noms de sociétés, les noms de domaines, en fait les noms commerciaux, etc. Tout ça sont des signes distinctifs. Donc la marque est un signe parmi tant d'autres. Ensuite, donc il y a les dessins et modèles qui vont protéger l'apparence extérieure du produit, tout ce qui est visible, les lignes, les contours, les formes et cetera. Donc là, vous voyez que par exemple, effectivement, bah, les montres, hein, ou les balances connectées, les tensiomètres, ils vont déposer des dessins et modèles, sur l'apparence en fait du produit. Et ensuite, nous avons les brevets qui vont protéger en fait une invention. Et une invention, c'est une solution technique à un problème technique. D'accord? C'est pas une solution à un problème. On est vraiment sur des aspects techniques. Donc, dans un brevet, il faut vraiment des caractéristiques techniques. Donc là, je vous ai mis par exemple un exemple, hein, donc là, c'était en fait le capteur en fait de sommeil en fait, hein, de Withings. Donc appareil de détection pour la literie. Donc là, vous voyez que donc Withings a à peu près, hein, une quarantaine de demandes de brevets qui ont été déposées. Mais pas que en France, il y en a effectivement au niveau européen, il y en a 68. Ils ont fait également des extensions aux États-Unis, au Canada, en Chine et cetera. Donc ils ont été étendre en fait leurs brevets, dans les pays où en fait vous avez un marché.
Donc, ça, c'est pour les aspects invention technique. Et ensuite, quand on a les aspects invention numérique, hein, donc tout ce qui est les logiciels, les bases de données ou les données, etc., là, tout ça, ça va être protégé par du droit d'auteur. Et notamment sur les données, il va y avoir ce qu'on appelle, sur les bases de données, du droit de sui generis, c'est une sorte de droit d'auteur. Hein, donc, voilà, donc pour tout ce qui est droit d'auteur, il va falloir faire ce qu'on appelle des dépôts probatoires. Et donc là, voilà, après, donc, je ne suis pas là pour vous donner un cours sur la protection aujourd'hui. Mais voilà, donc sachez qu'en tout cas, quand on parle d'actifs immatériels, je parle de marques, brevets, dessins et modèles. Donc tout ce qui est dépôt probatoire, en fait, droit de sui generis aussi sur les bases de données ou droit d'auteur sur les logiciels. Donc, ce qui est important aussi de voir, c'est qu'il y a une limite dans le temps sur ces titres. Donc un brevet au maximum donc, va être valable 20 ans, à condition de payer des annuités chaque année. Donc là, il va falloir, pareil, bien tenir compte, se rappeler qu'il va falloir payer ces annuités, sans quoi le brevet tombe dans le domaine public et n'importe qui a le droit de le reproduire. Donc là, on va être par exemple dans le cas des médicaments génériques, qui sont des molécules qui sont tombées dans le domaine public, et donc ce qui fait que n'importe qui a le droit de reproduire cette molécule. Donc, dans le cas en fait de consortium ou de programmes européens, il va bien falloir en fait mettre au clair dès le départ qui c'est qui s'occupe de gérer les portefeuilles ou le brevet ou les portefeuilles de brevets de marques de dessins et modèles. D'accord? Parce que si à un moment tout le monde compte sur le voisin, personne ne va payer l'annuité du brevet et à ce moment-là, le brevet tombe dans le domaine public et voilà, tout le monde peut l'exploiter. D'accord? Donc, il va falloir en fait sur les actifs que vous allez en fait déposer en commun, bien voilà, dire voilà qui s'occupe de quoi. Hein, donc les brevets, donc il faut payer des annuités tous les ans. Les signes distinctifs, les marques sont valables 10 ans, renouvelables indéfiniment, mais il faut également en fait payer les renouvellements tous les 10 ans. Donc là, c'est un peu moins évident en fait parce que voilà, c'est pas forcément chaque année. Et les dessins et modèles, c'est 5 ans. Et donc en fait, renouvelable 5 fois. Donc en fait, donc, il va falloir voilà, penser également à renouveler tout ça. Donc après, vous verrez que dans le support, hein, j'ai mis des liens vers le site internet de l'INPI si vous souhaitez un peu plus d'informations sur ces actifs. Donc ça, c'était juste pour vous rappeler, voilà, c'est quoi ce que j'appelle un actif immatériel. Donc voilà. Alors, quand on prépare une collaboration, dans le cadre d'un consortium ou d'un programme européen, il va falloir réfléchir enfin voilà, préparer différents points. Donc, on va détailler là ces 5 points. Mais donc, il va falloir sécuriser vos connaissances antérieures et bien vous renseigner sur la l'API antérieure de votre partenaire. Il va falloir lister les résultats attendus, les contributeurs associés, définir la titularité des droits sur tout ce qui est les résultats et surtout qui a le droit de les exploiter. Et ensuite, il faudra bien entendu contacter un avocat pour préparer tout ce qui est négociation et la rédaction du contrat. Alors, cet aspect préparation va être très important parce que très régulièrement, moi, je vois des entreprises qui se disent direct, qui vont tête baissée, disent on va rédiger le contrat de consortium. Non. Il faut commencer par préparer en fait ce contrat, c'est-à-dire que ça sert à rien d'aller commencer à rédiger quelque chose qu'on n'a pas négocié. Donc c'est pour ça que les aspects préparation en fait d'un contrat de collaboration est très important. Donc, c'est tous ces aspects-là, il va falloir les négocier en amont, dans le cadre de réunions préparatoires, donc avec vos partenaires et peut-être aussi avec votre avocat. D'accord? Donc là, ça va être important, pareil, de ne pas aller seul, en fait, dans ces aspects collaboratifs, d'autant plus quand vous êtes avec des partenaires, en fait, européens, notamment allemands, qui, eux, sur les aspects juridiques, en tout cas, sont toujours très prêts. Donc, n'hésitez pas, en fait, à intégrer, en fait, votre conseil en propriété industrielle ou votre avocat, même dans les aspects préparatoires en fait des négociations. Voilà, parce que donc là, il va y avoir des enjeux, il peut y avoir des lettres d'intention, des MOU, on va voir un petit peu ce que c'est, dans ces aspects de préparation qui ont une valeur juridique. D'accord? Donc à un moment, si dans le cadre de préparation, en fait, vous discutez de certains points, vous l'écrivez dans le cadre d'une lettre d'intention de MOU, et qu'ensuite, après, quand vous arrivez au contrat de consortium et vous dites ah ben non, finalement, parce que là, votre avocat est présent, et vous dites ah ben non, non, on n'est plus d'accord avec tout ce qu'on a dit avant, bah, enfin, je veux dire, un, vous aurez perdu beaucoup de temps, et enfin, deux, voilà, le MOU a une valeur juridique, donc attention. Donc là, essayez d'intégrer en fait votre conseiller ou votre avocat relativement tôt dans les négociations. Et juste pour info, non, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais l'INPI a des aides financières en fait pour les entreprises innovantes. En fait, on a une aide sur tout ce qui est accompagnement contractuel. On peut payer la moitié en fait des honoraires de votre avocat qui vous accompagne en fait dans des projets collaboratifs comme cela. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par ces aides financières. Alors,
Donc là, on va reprendre par point. Donc, j'ai dit, quand on prépare une collaboration, il faut sécuriser ses connaissances antérieures. Alors, là, je vous ai mis un peu des termes anglais parce que tout à l'heure, vous verrez, je vous mets des liens avec sur le site Horizon 2020 ou le IP Helpdesk de l'Europe. Donc, c'est un peu voilà, les termes du coup anglais qui correspondent. Là, ça va être en gros, ça va être tout ce qui est le background IP. Donc là, qu'il va falloir en fait sécuriser. C'est-à-dire que vous, il va falloir, avant de commencer à travailler avec votre partenaire, dire, OK, listez vos connaissances antérieures au projet. C'est-à-dire, c'est quoi? Est-ce que vous avez déjà déposé des brevets? Est-ce que vous avez du savoir-faire? Si vous avez des inventions, etc., qui sont encore sous le coup, donc pas tout à fait sur étagère, pareil, de la décrire, de dire, voilà, est-ce qu'il y a des résultats d'études, des logiciels, des données, des algorithmes, du design, une marque, tout ça, il va falloir les lister et ensuite faire des dépôts probatoires avec l'ensemble de ces éléments-là. Donc, on va voir ce que c'est un dépôt probatoire, mais ça veut dire que, par exemple, de déposer une enveloppe solo, d'aller voir un notaire et dire au notaire, ben voilà, voici tous ces éléments-là, il faut que vous me les datiez pour que, en fait, j'ai en fait un dépôt probatoire, en fait, c'est-à-dire c'est une preuve juridiquement certaine de ces éléments-là avant de commencer le partenariat. Parce que très régulièrement, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes, alors des fois vous êtes que 2 ou 3 en fait dans le programme, mais des fois on peut être bien plus nombreux sur des consortiums plus lourds. Et des fois vous pouvez être une dizaine de partenaires, et cetera. Et des fois en fait ça bataille à la fin en disant, les partenaires vont dire: «Bah non, ça c'est un résultat commun» et vous allez dire: «Bah non, ça moi c'était une connaissance antérieure, c'est quelque chose que j'ai apporté dans le consortium, dans la collaboration, c'est pas du résultat commun». Donc si vous avez que, votre parole comme preuve, ça ne va pas suffire, d'accord? Donc là, c'est pour ça qu'en fait, tout ce que vous allez apporter dans le consortium ou dans la collaboration, il va falloir le faire ce qu'on appelle les dépôts probatoires pour avoir cette preuve juridiquement certaine que ça va vous appartenir en propre avant de commencer le partenariat. Comme ça, du coup, il n'y a pas d'ambiguïté. Si vous avez cette preuve-là, après vous direz: «Bah, écoutez, non, non, regardez, moi j'ai la preuve, ça m'appartenait et du coup, c'est pas dans le pot commun et donc tout le monde n'a pas le droit de l'exploiter librement». D'accord? Donc ça, c'est vraiment très important. C'est vraiment une bonne pratique. N'importe quel avocat, en fait, vous encouragera à le faire. Donc là, c'est plutôt des dépôts, donc du coup, chez un notaire, huissier de justice. Tous les éléments, en fait, vous les faites dater ou alors, vous verrez que dans les annexes, je vous ai mis, en fait, vous pouvez déposer des enveloppes solo. Ça, c'est sur l'espace client de l'INPI. Ça coûte 15 € pour 50 mégas de données, donc c'est pas très, très cher. Hem Et donc le notaire, lui, il faut compter entre 150 et 300 € à peu près, hein, pour un dépôt probatoire. Mais bon, un dépôt fait chez un notaire, la valeur juridique est plus forte qu'une enveloppe solo, notamment à l'échelle, européenne. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir un notaire. Ensuite, si vous êtes suffisamment avancé, déposer des titres, d'accord? En fait, donc, par exemple, déposer votre brevet en amont. Si, à un moment, vous avez, fait des choses, tout seul et que vous arrivez, en fait, à une matière brevetable, bah, déposez votre brevet avant de commencer, en fait, le consortium et ensuite, dans le consortium, vous allez, perfectionner, par exemple, votre produit ou votre procédé et donc il y aura un brevet de perfectionnement, qui sera également déposé, mais le brevet de base, il vous appartiendra bien en propre et ça, du coup, c'est avantageux. Et ce qui va être important aussi, ça va être de signer des contrats de confidentialité parce qu'en fait donc là, voilà, alors pourquoi déposer faire signer des contrats de confidentialité? Parce que tout ce que vous allez dire dans le cadre, en fait, des échanges et cetera, que vous allez faire en amont de la signature du contrat de consortium, ça peut être considéré comme une divulgation, si c'est pas encadré par un contrat de confidentialité ou un NDA. Donc, il faut vraiment, en fait, dès lors que vous commencez à discuter, à négocier avec l'ensemble des partenaires, en amont de cette négociation, que tout le monde ait signé ce contrat de confidentialité, en général qui est bilatéral. Vous verrez en fait, tout à l'heure en fait, il y a des liens en fait, il y a des modèles de contrats de confidentialité qui sont proposés sur le IP Helpdesk. Donc n'hésitez pas à aller, donc ce sont des modèles en anglais, hein, donc n'hésitez pas en fait à aller, les télécharger et à les faire signer par l'ensemble des partenaires. Sachant que nous, l'INPI, on en a un, mais il va être en modèle en français, hein, donc du coup, c'est pour ça que j'ai préféré vous mettre ceux de l'Union européenne. Donc là, vous voyez que pareil, donc ce slide-là, c'est vraiment des bonnes pratiques, donc faire des dépôts probatoires et être vigilant à la confidentialité.
apposer la mention confidentielle sur tous les documents sensibles. C'est-à-dire que si vous-même, dans les aspects vous êtes en phase de négo, en fait, vous allez présenter des choses à vos partenaires en disant, bah, écoutez, nous, on a déjà commencé à bosser sur tel produit, etc. Mais justement, on veut travailler sur des aspects enfin, collaboratifs pour développer le procédé, etc. Et bien là, vous allez leur montrer des choses. Donc là, il faut vraiment apposer la mention confidentielle sur l'ensemble des documents que vous allez présenter en fait, à vos partenaires dans la phase de négociation. Donc là, vous voyez, donc soit vous mettez, là, vous voyez comme sur mon slide ici, toujours un copyright 2025, par exemple, vous mettez le nom de votre société, nom, prénom, etc., tout droit réservé. Et en plus, vous mettrez en fait en diagonale confidentiel, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, en fait, que les aspects, que tout ce que vous présentez sont des informations confidentielles. Donc, vous signez bien des contrats de confidentialité. Donc là, il faut préciser la durée du contrat. Voilà. Est-ce qu'il y a une réciprocité? Bon, là, ça va être un peu obligatoire dans le cas de contrat, enfin de consortium européen. Qui a accès aux informations, et des clauses de non-concurrence, définir les éléments confidentiels, etc. Donc là, attention à tout ce qui est personnes ayant accès aux informations. Ça, c'est que par exemple, si régulièrement dans des contrats de consortium, on voit qu'il y a un très grand groupe. Donc, par exemple, une fois, j'avais eu le cas en fait où c'était dans le consortium, il y avait un grand groupe français qui avait un certain nombre d'entités juridiques. Et donc, c'était une des entités juridiques de ce groupe-là qui participait au consortium. Sauf que dans le contrat de confidentialité, c'était noté que cette entité juridique pouvait partager tous les éléments du consortium avec toutes les entités juridiques de son groupe. Et là, dans ces entités juridiques, il y avait un concurrent direct d'un des partenaires du consortium. Donc là, ça ne marche pas, ça. D'accord? Donc attention à ce point-là. Donc, même s'il y a un NDA, on a l'impression que c'est tout simple et on le signe un peu aveuglément. Attention, il y a en fait une clause en fait, sur qui a accès en fait aux informations. Donc là, soyez vigilants en fait quand vous signez ça, notamment par rapport s'il y a un grand groupe qui peut intégrer en fait le consortium. Donc ensuite, tout ce qui est formalisation d'intention, ok. Donc, faire des dépôts probatoires, donc je l'ai déjà évoqué. Donc, voir les enveloppes solo en annexe, vous trouverez des éléments. Donc, après, voilà. Le dépôt probatoire fait par un notaire ou un huissier de justice, ça va être la force juridique la plus forte en termes de datation de dépôt probatoire. D'accord? Donc, si vous avez un choix à faire, j'aurais tendance à plutôt vous orienter vers un huissier de justice et un notaire. Mais en tout cas, une enveloppe solo va être reconnue en France. On n'a pas eu de cas de jurisprudence en fait avec des pays étrangers. Donc pour l'instant, on ne sait pas si ça va être reconnu à l'étranger. Probablement que oui, mais pour l'instant, je ne peux pas vous l'affirmer. Donc c'est pour ça que je vous oriente plutôt vers le notaire. Donc voilà. Donc dépôt probatoire, contrat de confidentialité. Ensuite, renseignez-vous sur vos partenaires. Regardez en fait via, par exemple, sur les bases de données, la base de données française data.inpi.fr, si votre partenaire il a déjà déposé des brevets, des dessins et modèles, ou voilà, des marques, d'accord? Donc là, ce sont des bases de données publiques qui sont accessibles gratuitement. Donc n'hésitez pas en fait à aller voir en fait ce qu'ils ont pu faire. À également leur demander aussi, lors des phases de négociation, qu'est-ce qu'ils ont déposé? Est-ce qu'ils ont du savoir-faire? Est-ce qu'ils ont des logiciels? Parce que tout ça, en fait, c'est pas public, d'accord? Donc vous ne le verrez pas sur des bases de données publiques. Donc c'est de savoir en fait, en gros, c'est quoi leur pays, propriété intellectuelle, c'est quoi la vôtre, etc. Que voilà. Bon, limite, vous faites un tableau Excel avec l'API de chaque, et comme ça, voilà, qu'il n'y ait pas de surprise. Voilà. Donc, pourquoi en fait ça va être important? C'est pour éviter les surprises, une fois que le partenariat est réalisé. C'est-à-dire que par exemple, si à un moment en fait, un partenaire a omis de vous dire, qu'il avait déjà, déposé un brevet en fait, mais qui n'était pas encore publié, parce qu'il faut savoir que les brevets sont publiés à 18 mois. Donc pendant 18 mois sur les bases de données publiques, vous ne verrez rien. Donc c'est vraiment important en fait, vraiment qu'il y ait une discussion sur ces aspects-là. Donc parce que si un de vos partenaires a déposé déjà un brevet sur un premier procédé, et que, ben, il vous en a pas parlé et que vous après dans le cas du consortium, il y a un deuxième en fait brevet sur un 2e procédé, enfin un perfectionnement du premier procédé et ben, en fait ce brevet-là, le deuxième, va être dépendant du premier. Donc il va falloir prévoir des licences croisées, d'accord? Et si un des partenaires n'a pas été clair, là-dessus n'a pas été transparent, et ben, en fait, vous pouvez être bloqué en fait dans la suite en fait de l'exploitation, des résultats issus du consortium. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'être transparent dès le démarrage, et de bien dire: «OK,
qui a déposé quoi, qui a fait quoi, etc. Donc, c'est bien ce que je mets en rouge. Bien identifier qui apporte quoi et sous quelles conditions. D'accord? Parce que si à un moment il dit, par exemple, nous, on a déjà un premier brevet en fait, sur un procédé, mais qu'on va tous ensemble optimiser, eh ben, il va falloir en fait voilà, être clair de est-ce que vous avez tous les partenaires ont le droit d'utiliser, exploiter ce premier procédé ou pas, etc. D'accord? Donc ça va être vraiment important de voilà, définir cette propriété intellectuelle. Donc ensuite, c'est voilà, qu'est-ce qu'on apportait, comment c'était protégé, et ensuite, maintenant, on passe sur les résultats. Quels sont les résultats attendus et les contributeurs? Donc, c'est-à-dire que un résultat attendu, c'est un résultat qui est issu de la mise en œuvre du projet. Donc, il va falloir définir les résultats attendus en termes d'invention, de logiciels, de données. Ça peut être d'études techniques, etc. Tout ce qui va être généré pendant la collaboration. Et dans le cadre, en fait, de Horizon 2020, dans le consortium, etc., ça s'appelle les Key Exploitable Results. D'accord? Donc, ça va être les résultats exploitables. Donc, il va falloir les lister. Quels sont les résultats que vous attendez? Et en face de chaque résultat, de dire qui contribue à ce résultat-là. Et donc là, on arrive sur les mandatory result ownership list, d'accord? Et ensuite, donc, qui sont les contributeurs? Et sur chaque résultat, il va falloir définir est-ce qu'il est public, est-ce qu'il est privé? Parce que en fait, alors là, c'est plus du fait que vous avez des subventions européennes, etc. Il y a un certain nombre d'éléments que vous allez devoir mettre dans le domaine public. Il va falloir être clair entre tous les partenaires, de dire, OK, qu'est-ce qui est public, qu'est-ce qui est privé? D'accord? C'est pour pas qu'il y ait d'ambiguïté et de déception en fait, à l'issue en fait, du partenariat. Donc ensuite, sur les résultats qui vont être, qu'on va dire, classés privés, c'est de définir qui va être titulaire des droits. Donc ça va être en fait en fonction des contributeurs, vous allez dire: «Ouais, OK, qui va être titulaire des droits?» C'est-à-dire que si on dépose un brevet ou qu'on protège une base de données et cetera, qui va avoir les droits dessus? Donc parce qu'ensuite, il va aussi y avoir la question: qui a le droit d'exploiter ces résultats? D'accord? Mais en tout cas, voilà, définir qui est titulaire des droits. Donc s'il y a un seul partenaire qui est titulaire des droits, pour moi, c'est le cas le plus simple. Et enfin, enfin, voilà, donc ça, c'est mais après, on peut dire qu'on peut être à plusieurs propriétaires titulaires des droits sur un brevet. Donc, par exemple, je prends le cas d'un brevet. On dit: «OK, premier cas, il y en a un des partenaires qui dépose le brevet et il accorde ou non des licences aux autres partenaires». Ça, pour moi, en termes de gestion, c'est le cas le plus simple parce que c'est lui qui va, en fait, discuter avec le conseil en propriété industrielle, qui va en fait, déposer les titres, ensuite, pareil, payer les annuités, voilà. Parce que la délivrance d'un brevet en France ou en Europe, il faut à peu près 5 ans pour qu'un brevet soit délivré. D'accord? Donc si à un moment votre partenariat il dure que 3 ans, ça peut poser des problèmes si vous êtes plusieurs partenaires à être cotitulaires en fait du brevet. Donc en général, voilà, c'est le cas que je préfère, mais c'est pas toujours, ce qui est possible, hein. Des fois, plusieurs partenaires vont vouloir être, cotitulaires en fait, du brevet. Donc sachant qu'il y a les titulaires et les inventeurs. Par exemple, si vous avez un laboratoire, souvent en fait, bon, les inventeurs, tous ceux qui ont participé en fait à l'activité inventive de l'invention technique vont être nommés comme inventeurs. D'accord? Mais un inventeur en France n'a aucun droit sur le brevet. Il a le droit d'être nommé comme inventeur, mais il n'a pas il n'y a pas de propriété, si vous voulez, sur le brevet. Donc ça, dans tous les cas, il faudra lister tous les inventeurs. Vous n'avez pas le droit d'omettre quelqu'un parce que ça vous fait plaisir. Donc on liste les inventeurs, mais ils n'ont pas le droit sur le brevet. Ensuite, les titulaires. En général, les laboratoires aiment bien être désignés comme titulaires parce que ça montre effectivement qu'ils participent, qui sont innovants, et cetera. Donc voilà, en général, ils veulent être, voilà, nommés comme titulaires. Donc là, on arrive dans le cas de copropriété de l'invention entre les partenaires. Mais là, si vous dites: «OK, on est sur de la copropriété», il va bien falloir dire et définir qui gère quoi. Parce qu'en général, plus on est nombreux, plus on compte sur le voisin pour faire les choses. Vraiment, c'est le cas que je vois, assez régulièrement et ça pose un problème parce que si à un moment, en fait, votre conseil en propriété industrielle, il n'a pas d'interlocuteur, ou alors qu'il attend, enfin voilà, ça va être le bazar. Donc il va falloir, si à un moment, il y a de la copropriété sur un brevet, c'est de dire, en fait, voilà, qui agit, qui travaille avec le conseil, avec l'avocat. Qu'est-ce qui se passe en cas d'abandon d'un des partenaires? Est-ce que l'autre, il a un droit de préemption? Et pareil, s'il y a des perfectionnements, qui a les droits dessus?
Et ça, c'est pareil, on reverra tout à l'heure sur les aspects contractuels. Voilà, il faut vraiment en fait définir ce point de perfectionnement parce qu'en fait, vous allez me dire, par exemple, un consortium, par exemple, au bout de 3 ans, ça se termine. Déjà, je viens de vous dire qu'effectivement, il faut 5 ans déjà quasiment hein, pour qu'un brevet soit délivré. Ben, déjà, voilà, c'est plus long que la durée du consortium. Et ensuite, les perfectionnements, ça peut arriver 5, 7, 8 ans plus tard. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quand on est dans son cas de copropriété. Euh, alors ensuite, le cas numéro 3, c'est que, par exemple, il y en a un qui va être propriétaire titulaire des droits sur le brevet de produit et l'autre sur le brevet de procédé. Ça, on le voit aussi régulièrement. D'accord? Donc ça, c'est en gros bien définir hein, la titularité des droits sur les résultats, notamment les brevets. Et la question se pose également sur tout ce qui est les logiciels et les données. Il y a un vrai enjeu sur le partage des données. Notamment, par exemple, si vous êtes un consortium en biotechnologie ou dans le domaine du médical, il va y avoir la donnée médicale, du RGPD, etc. Il y a des forts enjeux sur ces bases de données. Donc là, c'est pareil, il faut bien définir en amont du projet qui a les droits, qui est titulaire des droits en fait, sur les données et qui a le droit de les exploiter. Alors, ah oui, pour la copropriété des brevets, il faut faire attention. Il y a par défaut un régime général de copropriété de brevets. Vous verrez, je vous ai mis tout ça en annexe. Alors, honnêtement, il n'est pas intéressant ce régime général. Il vaut mieux rédiger un contrat de copropriété de brevet entre les différents partenaires. D'accord? Donc, c'est pour ça que là, il va falloir du coup, entre deux partenaires, rédiger ce contrat de copropriété de brevet. Donc là, les conseils en propriété industrielle et les avocats hein, vont vous aider sur ces aspects-là. Attention, pareil, il faut des déclarations d'invention. Donc ça, c'est important parce que notamment en France, en fait, dès lors qu'on est salarié d'une entreprise, il y a une dévolution automatique des droits sur le brevet à l'employeur. Aux États-Unis, c'est pas systématique. Donc si à un moment vous dites: «OK, en fait, on va étendre notre brevet aux États-Unis», il va falloir que ces déclarations d'invention soient extrêmement bien faites pour qu'il y ait pas de soucis derrière. D'accord? Donc là, il faut que chaque société qui participe au consortium se débrouille avec ces déclarations d'invention. Et derrière, il y a ce qu'on appelle le régime des inventions de salariés et des rémunérations supplémentaires qui sont prévues. Et là, pareil, il faut bien que dans le contrat de consortium, chacun se débrouille. Parce que si à un moment vous avez une grosse société, un grand groupe français, lui, il peut dire, bah voilà, moi je rémunère mes salariés 1000 euros par dépôt de brevet. Mais il se débrouille à payer les 1000 euros. Parce qu'il faudra, si à un moment, vous, en tant que petite structure, par exemple, vous êtes obligé de dire, de participer à la rémunération de cette invention, ben, pour vous, ça ne va pas être possible. Donc, il faut que le régime des inventions de salariés et les déclarations d'invention soient bien faites par chaque société. D'accord? Que chacun se débrouille. Et ça, pareil, il faut que ce soit bien rédigé dans le contrat de consortium. Parce que sinon, vous aurez des problèmes avec ça. Alors, donc là, on était sur la titularité des droits sur les résultats, mais après, moi, j'aurais tendance à dire, c'est pas tant sur la titularité des droits qu'il faut se battre, mais plutôt sur l'exploitation des résultats, hein, surtout quand on est en fait une entreprise. Donc, il faut bien définir quel partenaire peut, voilà, commercialement les résultats. D'accord? Qui a le droit d'exploiter? Donc, en général, là, on se répartit par domaine d'activité, par territoire. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si à un moment, il y en a, vous êtes 2, il y en a un qui est plutôt sur le marché américain, l'autre sur le marché français, bah, en fait, vous allez dire: «Bah, voilà, OK, donc l'entreprise 1, va, en fait, exploiter en Europe et la société B va exploiter, au fait, aux États-Unis». Donc là, en général, on met dans les rémunérations, enfin, les royalties, on va peut-être pondérer. Parce que si, par exemple, le chiffre d'affaires aux États-Unis est beaucoup plus élevé que celui en Europe. Il va falloir en fait quand même que, ben, voyez, qu'il y ait un peu un équilibre qui soit fait et donc au niveau des royalties, on va mettre des clés de répartition là-dessus. Mais tout ça, il faut que ce soit prévu pareil dans le contrat de consortium. D'accord? En général, c'est ça. Alors ça, c'est une répartition par territoire que je vous expliquais là, mais ça peut être aussi par domaine d'activité. Par exemple, nous, moi, j'ai travaillé sur des cas, en fait, où j'étais dans l'automobile, mais des fois, on développait des systèmes, en fait, acoustiques, en fait, qui étaient aussi ou dans le consortium, il pouvait y avoir des sociétés de l'aéronautique. Donc là, on pouvait se dire, bah, voilà, bah, par exemple, nous, voilà, on exploitait, en fait, pour le domaine automobile et en fait, ben, l'autre entreprise, exploitait, en fait, pour, le domaine d'activité aéronautique. Excusez-moi, pourriez couper vos micros, s'il vous plaît? Parce que j'entends des gens qui parlent.
Donc, du coup, voilà, répartition, ça peut être aussi par domaine d'activité, mais tout ça, en fait, ça c'est un peu des grandes généralités que je vous donne. Il va falloir, en fait, ça va être fonction, en fait, des partenaires, en fait, dans le projet. En général, s'il y a des laboratoires, eux, en général, ils vont pas vouloir exploiter commercialement, ils vont plutôt vouloir toucher des royalties. Donc là, attention, en fait, au niveau des laboratoires, en fait, au niveau de la recherche publique, il y a des SAT, les sociétés d'accélération et de transfert de technologie, qui valorisent la recherche publique. Donc, il faut bien qu'ils soient intégrés dans ces discussions. D'accord? Ce n'est pas uniquement le directeur de laboratoire ou le chercheur en fait, du labo qui doit participer. Hein. C'est important parce que sinon, vous allez avoir des. Enfin, à un moment, la SAT va être intégrée en fait, dans la discussion. Mais si vous l'intégrez uniquement au moment de la rédaction du contrat de consortium, ça va être trop tard. Il faut vraiment que la SAT ou des cellules de valorisation, hein, ça dépend des laboratoires, participent aux négociations. Alors, il va falloir aussi effectivement discuter, donc qui a le droit d'exploiter, et aussi de la concession de licences si la propriété industrielle générée est partagée. Donc, c'est-à-dire que par exemple, ça, on est dans le cas 1 de tout à l'heure, où il y en a une société qui va déposer le brevet, mais qui va accorder une licence exclusive ou non d'exploitation à des partenaires. Alors, comme ce que je disais, c'est que moi, c'est ce que je trouve le plus simple en termes de gestion, mais voilà, c'est un peu, en gros, c'est du 50-50 en fait, où ça va être un qui dépose un brevet qui accorde des licences à ses partenaires, ou le brevet est en copropriété, et dans ce cas-là, il y a un contrat de copropriété de brevet en fait qui est signé. Donc, effectivement, donc s'il y a une licence, il va falloir en fait préciser, bah, voilà, sur quel territoire, pour quelle durée. Ça peut être effectivement, limité dans le temps. Un contrat de copropriété de brevet, en fait, on pourra peut-être moins le limiter dans le temps. Hein, donc là, ce qui est bien avec la licence, c'est que vous dites, bah, voilà, c'est pour, 5 ans, voilà, ou 3 ans uniquement. Le montant des redevances, en général, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires, mais ça peut être aussi un montant fixe ou un mixte des 2. Et après, ça peut être une licence exclusive ou non exclusive. Exclusive, ça veut dire qu'il y aura une seule société qui aura le droit d'exploiter, de commercialiser l'invention. Et non exclusive, vous pouvez accorder en fait un droit à plusieurs entreprises qui peuvent être sur différents territoires, par exemple. Alors après, il va falloir aussi pour l'exploitation des résultats, bien définir en fait si on a besoin des connaissances antérieures d'un des partenaires. C'est pour ça que je vous dis au démarrage, faut vraiment bien faire des dépôts probatoires sur vos connaissances antérieures, parce qu'il se peut en fait que justement qu'on soit dans un cas de perfectionnement et que à ce moment-là, pour pouvoir exploiter la techno issue en fait du consortium, on ait besoin d'une licence en fait sur un premier brevet ou sur un logiciel ou sur une base de données. D'accord? Donc il faut vraiment en fait bien le définir aussi, savoir s'il y a ce besoin-là, de connaissances antérieures. Alors le cas que je mets là, exploitation à des fins de recherche-développement, donc ça pareil, normalement en fait quand n'importe qui en fait peut utiliser un brevet à des fins de R&D. Ce qui est interdit en fait, c'est l'exploitation commerciale. Donc, mais là, il vaut mieux quand même effectivement préciser, c'est de dire que ben voilà, si à l'issue du consortium, le laboratoire ou tous les partenaires vont continuer à travailler de chacun de leur côté sur ces aspects en fait sur R&D, et ben il faut que ce soit prévu dans le contrat de consortium que chacun en fait puisse continuer à faire de la R&D sur les résultats communs. D'accord? Donc ça, bah, c'est important. Et pareil, attention aux publications. Donc là, vous êtes dans un cas d'un consortium européen, donc il y aura des publications. Donc il n'y a pas de souci. Par contre, il ne faut surtout pas publier avant d'avoir déposé le brevet. D'accord? Donc là, il faut vraiment en fait publier au bon moment et avoir avec l'accord préalable de tous les partenaires sur le contenu de la publication. D'accord? Parce qu'en fait, souvent, les laboratoires, eux, ils veulent publier, et cetera, parce que c'est comme ça qu'ils sont reconnus. Mais attention, il ne faut pas forcément tout publier, tout le savoir-faire, et cetera. Hein, donc, il faut vraiment en fait, que tous les partenaires soient d'accord sur le contenu de la publication et que la publication arrive après le dépôt de brevet, si vous vouliez déposer un brevet. Hein, et donc ça, c'est pour ça que l'exploitation des résultats, il faut vraiment se mettre d'accord sur tous ces aspects-là, dans les aspects en fait négociation, préparation au consortium. Donc là, c'est un petit peu des outils en fait qui existent, hein, c'est pas du tout donc qui sont dans le domaine public. C'est qu'en général, moi j'aime bien faire un peu un tableau Excel. En fait, où vous mettez l'ensemble de tous les partenaires. Vous dites OK, quel partenaire apporte quoi?
et qu'est-ce qu'il attend en termes de contrepartie. Alors, évidemment, si vous êtes que 3 partenaires, c'est assez simple, mais dans des gros consortiums, des fois, moi j'en ai vu, on était 12, 10, 12 partenaires. Et ben, si vous voulez que la contrepartie attendue, par exemple, ça va être une boîte allemande et une boîte française qui vont vous dire, ben moi, je veux avoir l'exclusivité de la vente en fait sur le marché européen. Ben, si vous êtes deux, enfin, s'il y a deux sociétés qui demandent la même chose, vous allez tout de suite voir qu'il y a un problème. D'accord? Donc là, peut-être qu'il va falloir qu'un sorte du consortium, par exemple. Voilà. Donc, les contreparties attendues de chaque partenaire. Et ensuite, pour chaque partenaire, de dire, OK, est-ce qu'il veut être titulaire des droits sur les inventions ou, ou est-ce qu'il veut exploiter l'invention, enfin la commercialiser? D'accord? Donc ça, il faut vraiment en fait qu'il y ait vraiment un tableau en fait en amont des enfin en aval des négociations et que tout le monde soit d'accord sur ce tableau-là. D'accord? Parce que ça va vraiment être la base de la rédaction du contrat de l'accord de consortium. Donc là, vous voyez que donc c'est vraiment des questionnaires, et cetera. Et il y a aussi des documents en fait, hein, sur notamment la ressource que je vous ai mis là, sur le questionnaire sur la gouvernance, hein, qu'il faudra aussi déterminer les organes de direction du projet, les règles de décision, le rôle, appréhender les modalités, les entrées, les sorties des partenaires. Donc pour ça, en fait, il y a vraiment des outils, hein, qui existent, que ce soit, au niveau de l'INPI ou au niveau européen, sur le site internet Horizon 2020. Alors, une fois que tous ces aspects préparatoires, qu'en gros, vous avez, tous les éléments préparatoires du consortium sont prêts, on va arriver sur les aspects contractuels. Mais je me répète, n'allez pas rédiger tout de suite un contrat, il faut déjà avoir préparé tous les éléments que je viens d'expliquer à l'instant. Donc NDA, contrat de confidentialité, c'est impératif avant le démarrage de toute discussion. Et ça, c'est important parce que souvent, on est toujours un petit peu pressé et on commence à parler de tout et de rien, et cetera. Mais ça, vraiment, le contrat de confidentialité, il faut vraiment l'avoir signé avant de parler de quoi que ce soit. Et avoir fait, c'est aussi, enfin, c'est dépôt probatoire. Donc là, vous avez des exemples, hein, de NDA ou MOU, hein, que vous retrouvez sur le site européen. Et donc, idéalement également, avant le démarrage des travaux, il faut, en fait, signer à minima des lettres d'intention, ou alors des contrats MOU là, un Memorandum of Understanding. Ce sont des contrats en fait, qui sont un peu moins lourds que le contrat de consortium. Mais alors idéalement, il faut que le contrat de consortium soit signé avant le démarrage des travaux. Malheureusement, en général, c'est pas enfin, c'est assez difficile. Donc, il faut à minima, du coup, une lettre d'intention ou un MOU de signé, donc qui sont des contrats un peu plus allégés, mais avant de commencer les travaux. Et alors, quand on arrive au contrat de consortium, donc là, pareil, vous verrez qu'il y a enfin, vous verrez que sur internet, vous trouverez, des modèles un petit peu, enfin, en tout cas de contrats de consortium, en tout cas des bases de réflexion. Il y a un certain nombre de points de vigilance. Donc déjà, les définitions. On a tendance en fait, déjà le contexte, donc tout ce qui est les éléments là, ce qu'on appelle la phase préparatoire. En général, en fait, quand on est un peu novice, on balaye un petit peu ça. Non, c'est hyper important. Les avocats vous diront les définitions et tous les aspects de préparation du contexte et d'explication du contexte du consortium, de la coopération sont extrêmement importants. Parce que s'il y a un litige à l'issue du consortium, le juge, en fait, il va se baser sur ces éléments-là, de dire, OK, c'était quoi les éléments de contexte, qui est arrivé avec quoi, voilà, qui est venu chercher quoi. C'est vraiment très, très important. Donc, il faut vraiment y passer un petit peu de temps, alors qu'on a souvent tendance à dire, bah, les définitions, pareil, c'est pas important. Si, nous, enfin, moi, j'ai eu un cas, c'était la définition de ce qu'on appelait la transparence acoustique. Parce que dans tout le monde, en fait, pour l'expert technique, et cetera, ça paraît évident, mais c'est pas du tout évident pour un juge quand il y a un contentieux. Donc il faut vraiment bien définir tous les éléments techniques que vous allez enfin, ou les termes techniques que vous allez utiliser dans le contrat, qui semblent évidents pour tous les experts techniques. Non, il faut les définir clairement, parce que sinon, en fait, s'il y a un contentieux, le juge va dire: «Bah, c'est pas défini, donc moi, je vais demander à des tiers, experts techniques, de définir ce terme-là, si vous n'êtes pas d'accord avec les autres partenaires, d'accord? Donc pour éviter qu'il y ait une interprétation via le juge dans le cadre d'un litige, vous donnez la définition dans le contrat. Comme ça, au moins, la définition est donnée, tout le monde est d'accord sur cette définition et ça simplifie, les problématiques ultérieures. Parce qu'il faut bien vous dire qu'un contrat, n'importe quel contrat, c'est vous préparer en fait à un litige, à un contentieux.
D'accord? J'espère qu'il ne servira pas, mais voilà, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, il faut garder en tête, c'est vraiment, en gros, c'est comme une assurance, hein, voilà, ça sert s'il y a un problème. Donc après, vous définissez, hein, tous les éléments, les échéanciers, les livrables, etc. Ce que je disais, hein, propriété des résultats, c'est un peu tous les éléments préparatoires en fait, hein, que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc au niveau de pareil, donc les résultats, on les définit, on les liste, on dit qui y contribue et surtout qui a le droit de les exploiter, l'exploitation industrielle, commerciale, sur quel territoire, avec une exclusivité. Est-ce qu'on limite par domaine d'exploitation? Les règles de rémunération, ce qu'on appelle les clés de répartition, redevances directes ou indirectes. Alors ça, c'est souvent en fait, on nuance. Le taux de royalty va être différent. C'est si vous vous exploitez vous-même votre société, vous avez un montant de royalty. Par contre, si à un moment vous sous-traiter, en fait, l'exploitation à un tiers, c'est ce qu'on appelle les redevances indirectes. En général, le montant de royalty va être plus élevé. Le royalty, en général, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires qui est réalisé. Donc, en général, les redevances indirectes vont être plus élevées que les redevances directes. Donc, mais il faut bien les prévoir. Parce que là, en fait, vous dites, bah, aujourd'hui, bah oui, mais oui, il n'y a que moi qui vais en fait exploiter, etc. Mais peut-être que dans 5 ans, en fait, votre société, vous aurez fait une levée de fonds et enfin, ou pas, ou alors vous allez passer par un partenaire sur un autre marché et donc du coup, en fait, il y aura d'exploitation indirecte. D'accord? Donc du coup, il faut vraiment l'anticiper et vous voyez qu'il y a une 2e type d'exploitation qui est l'exploitation à des fins de recherche-développement. Hein, donc ça, en général, la formule que je vous ai mis là, c'est la formule qu'on voit dans les contrats. C'est les droits d'usage non exclusifs, non transférable et gratuit de l'ensemble des résultats communs pour ses propres activités de recherche. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'en gros, tout le monde, en fait, l'ensemble des partenaires aura le droit, en fait, de continuer à exploiter tout ce qu'il y aura, hein, les données, etc., pour de la R&D uniquement. D'accord? Mais pas d'exploitation. Ça ne veut pas dire qu'ils ont le droit de faire d'exploitation commerciale. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien le définir, ça pareil. Qui a le droit de faire ces exploitations. Qui va gérer les titres de propriété intellectuelle? Alors, si c'est un brevet, j'ai déjà évoqué, mais également les bases de données, les logiciels, tout ça. Il faut faire des dépôts auprès de l'Agence pour la protection des programmes. C'est pareil. Qui c'est qui va faire le dépôt auprès de l'APP? L'Agence pour la protection des programmes, etc. Qui c'est qui, parce que là, il faut pareil, il y a une adhésion, en fait, c'est une association, il faut payer l'adhésion tous les ans. Qui paye? Parce que là, en fait, au départ, vous allez dire, bah, tiens, les 3 premières années pendant le consortium, c'est évident de qui paye, par exemple, mais une fois une fois que tout ça, le consortium, en fait, n'existe plus, bah, qui continue à payer, en fait, cette adhésion? Alors, les perfectionnements, là, c'est vraiment hyper important. Par défaut, les perfectionnements, en fait, donc en fait, vous bossez ensemble pendant 3 à 5 ans. Après, chacun part de son côté et aussi bien, il y en aura un des partenaires qui va continuer en fait à travailler sur, en fait, cette innovation et va continuer à la perfectionner et donc dans 7 ans, peut-être qu'il aura un perfectionnement, il voudra déposer un brevet. Par défaut, si rien n'est dit, le perfectionnement rentre dans le pot commun du consortium. Donc vous imaginez bien que celui qui aura continué à bosser tout seul et qui aurait mis de l'argent, en fait, pour continuer à perfectionner, en fait, l'invention, il ne voudra pas que le 3e, ou 2e ou 3e brevet rentre dans le pot commun du consortium. Donc il faut absolument, en fait, dissocier et de dire que, bah, voilà, si chacun continue, en fait, à travailler de son côté, le perfectionnement, un brevet de perfectionnement ne dépendra pas, ne sera pas, en fait, une copropriété des partenaires du consortium. D'accord? Parce que par défaut, moi, j'ai vu régulièrement, en fait, que le perfectionnement rentrait dans le pot commun. Ben, quand ça fait 7 ans que vous travaillez sur le sujet et cetera, que le consortium, il n'existe plus, enfin, à un moment, enfin, c'est un peu agaçant. Or, si vous, dans le consortium, vous aviez un grand groupe et ben, en fait, ils peuvent vous imposer ça. Donc il faut absolument que, du coup, dans le contrat de consortium, ce soit prévu. Christelle, une petite minute pour finir l'intervention avant de laisser la place aux questions. D'accord, j'ai quasiment terminé. Donc du coup, après pareil, donc il faudra, oui, dans les points de vigilance dans ces contrats, attention à la sous-traitance, il faut que ce soit prévu. Pareil, les clauses de non-concurrence, d'exclusivité, hein, tout ça, il faut vraiment en fait les intégrer. Et pareil, il faut absolument penser à dire, OK, s'il y a un partenaire qui sort du consortium, qu'est-ce qui se passe? Parce que des fois, en fait, vous pouvez dire, bah, tiens, on fait rentrer un autre. Voilà, comment ça se passe? Et pareil, si à un moment, un des partenaires est racheté ou liquidé, et notamment en fait racheté par un grand groupe par exemple, ben, est-ce qu'en fait ce fameux grand groupe, il a accès à tous ces brevets-là, ou pas?
c'est, par exemple, s'il y a des brevets qui sont en fait déposés. Parce que voilà, donc ça. Et pareil, attention, alors oui, là, c'est très important, la loi applicable. Ça, c'est en fait, si par exemple, là, je vous ai mis un peu un cas où il y avait par exemple, si un partenaire, par exemple, américain qui rentre dans le consortium, lui, il faudra toujours mettre en fait que la loi applicable soit la loi américaine. Il faut surtout refuser la loi américaine. Il faut toujours préférer tribunal compétent français. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, parce que par exemple, je sais pas, il y a notamment un Américain, de mettre à ce moment-là un tribunal suisse. Parce que sinon, en fait, ça peut vraiment poser problème, en fait, le fait que ce soit le tribunal américain. Enfin, voilà, après, ce sont des cas un petit peu particuliers, mais voyez, vraiment, essayer de mettre alors, toujours le tribunal compétent en français. Bon, et sinon, aller sur un tribunal européen, mais surtout pas américain. Les NDA, attention, il y en a plein qui me disent: «Ah, j'ai signé finalement un NDA au bout de 6 mois plus tard, etc. On a mis que c'était rétroactif». Non, ça, juridiquement, c'est illégal. On ne peut pas rendre un NDA rétroactif. Donc, il faut le signer vraiment au plus tôt, votre contrat de confidentialité. Et attention, pareil, quand il y a des grands groupes dans des consortiums, très régulièrement, en fait, ils veulent vous faire signer des contrats de prestation de service. Parce qu'à ce moment-là, en fait, quand c'est de la prestation de service, c'est-à-dire que si vous étiez comme un laboratoire qui fait qu'une mesure, en fait, là, on est dans la prestation de service. Mais par contre, si vraiment vous êtes plutôt, vous faites de la recherche et du développement, etc., si vous signez un contrat de prestation de service, toute la propriété intellectuelle revient au grand groupe. D'accord? Donc, il faut vraiment se dire attention, point de vigilance, un contrat de prestation de service, ce n'est pas un contrat de collaboration. Collaboration, on va dire qu'on partage la propriété intellectuelle sur le développement. Prestation de service, c'est que vous êtes payé pour faire une mesure. Enfin, je résume un peu, mais c'est ça. D'accord? Donc attention à ça. Et pareil, un contrat de confidentialité, l'intérêt, c'est si en fait un des partenaires du consortium vient divulguer l'invention, quand bien même en fait ils avaient signé un contrat de confidentialité, vous avez toujours moyen de déposer un brevet européen dans les 6 mois. Ce sont des cas un peu particuliers, mais voilà, en tout cas, donc voilà, soyez vigilants et surtout, il faut vous entourer d'un enfin, vous faire accompagner par un avocat ou un conseil en propriété industrielle. D'accord? N'y allez pas tout seul sur ces aspects de négociation, parce que sinon vous aurez des mauvaises surprises au final. Voilà. Merci à toi. Euh, Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'avais une petite question, si je peux me permettre, Christelle, par rapport au droit de préemption. Je me posais la question quand un partenaire quitte un consortium en cours de projet, que du coup, il y a eu des négociations en amont pour répartir vraiment les droits entre chacun. Est-ce qu'il y a déjà des exemples, en fait, où tu as connaissance d'un cas où du coup, ça s'est bien passé et donc du coup, des recommandations dans ce cas où un partenaire, malheureusement, quitte le projet en cours d'activité, comment en fait se répartissent ensuite du coup les droits à chacun? Bah, justement, il faut que ce soit prévu dans le contrat de consortium. C'est en général, en fait, on le prévoit et comme ça, en fait, alors soit on dit en fait que, par exemple, je sais pas, on va dire que c'est un laboratoire qui a absolument besoin de cette compétence. À ce moment-là, il va falloir faire rentrer un nouveau laboratoire, en fait, dans le consortium. Donc ça, il faut vraiment que ce soit prévu en fait en amont. Et en général, soit on le remplace, il y a un remplacement. Ok, Et à ce moment-là, c'est de dire pareil. Par rapport, c'est pour ça qu'à un moment, il va falloir dire, OK, comment est-ce que ce partenaire qui a quitté le consortium a contribué et à quel résultat? Pour savoir ce qu'il pourrait réclamer finalement sur ce résultat-là. Donc c'est pour ça que ça va dépendre à quel moment il quitte le consortium. Si c'est très tôt, bon, il y aura pas de difficulté, il n'aura rien, aucun droit sur les résultats. Mais par contre, si maintenant c'est juste à la fin, et puis il faut voir c'est dans quelles conditions? Est-ce que c'est parce que il a coulé, il est liquidé, et à ce moment-là, bon bah voilà. Sauf que par contre, il faut quand même faire attention s'il y a un repreneur qui lui reprend exprès, qui rachète les droits de pays justement parce qu'il est intéressé par le brevet commun. Donc c'est là, après, honnêtement, ça souvent, en fait, moi, j'ai pas trop de cas. J'ai eu un seul cas que j'avais traité moi, mais en général, ça, c'est confidentiel, en fait. Donc, en fait, c'est pas, ok, on n'a pas de cas de jurisprudence qu'on peut voir, en fait. Moi, j'ai juste le cas qu'un était parti et qu'on avait remplacé par un autre laboratoire, en fait, spécialisé dans le domaine. Mais c'est parce ok. qu'en fait, il manquait enfin, ils n'avaient pas assez d'effectifs, ils n'étaient pas assez réactifs et le job n'était pas fait. Donc, du coup, ça n'avait pas été trop problématique. Mm.
Mais du coup, il faut presque avoir un plan de contingence dès le début, d'anticiper tous les risques, qui peuvent être liés au projet pour, éviter de se retrouver, dans une situation complexe, parce qu'on ne sait pas, en fait, au cours du projet, tout ce qui peut se passer et donc, Oui. ouais, Mais en fait, vraiment, les avocats, ils vont vous dire: «Faut toujours prévoir la fin», en fait, OK, du contrat et ça, normalement, du coup, les avocats sont assez vigilants là-dessus. Donc ça, c'est de toutes les clauses, en fait, vraiment liées, en fait, à l'accord de consortium, avec, les questions, tout ce qui est les clauses liées à la gouvernance et cetera et il y a toujours une clause, en fait, normalement, si vous regardez un peu les modèles, en fait, de l'UE, en fait, vous verrez, en fait, qu'il y a des clauses, en fait, justement, si un partenaire quitte, en fait, qu'est-ce qui se passe? Normalement, enfin, voilà, il faut vraiment l'anticiper. OK, merci. Y a-t-il d'autres, questions? Et bah, si c'est pas le cas, eh bien, merci à tous, de votre présence. Merci beaucoup Christelle pour cette intervention très complète, très intéressante. Donc comme Rosanne l'avait indiqué, en début de webinaire, du coup, le webinaire était enregistré, donc il sera disponible, là, dans les prochains jours sur le site des 7 technopoles de Bretagne. La présentation vous sera également transmise. Il y a quelques slides que Christelle n'a pas pu passer parce qu'on a un petit peu débordé, mais qui concernent l'accompagnement par l'INPI. Le contact de Christelle est indiqué. Vous aurez également nos contacts. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous et encore une fois, merci, à bientôt et bonne journée. Bonne Au journée à revoir. vous. Au revoir. Bonne Merci. journée. Au revoir, Merci, bonne Merci, journée. merci. au Au revoir. revoir. Merci, bonne journée.